Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Vous êtes sur le web, le DAB, les applications smartphone. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le live Facebook pour retrouver mon invité du jour, puisque vous le savez, le mercredi à cette heure-ci, c'est l'invité du jour. Et aujourd'hui, mon invité n'est autre que monsieur Pascal Marmé, alias Pascal M, écrivain, romancier et ex-chroniqueur radio, voilà, ex-confrère. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors, on va rapprocher le micro, Pascal, comme ça vous l'avez un petit peu plus près de vous et on vous entend mieux. Ce soir, vous êtes venu nous présenter vos deux derniers livres, bien sûr, mais pas que, puisque avec une sacrée, comment dire, j'allais dire une bêtise, j'allais dire discographie, non, j'ai l'habitude de recevoir des artistes. On dit comment quand il y a toute une bibliographie, c'est ça ? Bibliographie, absolument. Bibliographie, voilà. Ce sont des livres. Des livres, et il y en a beaucoup à découvrir ce soir, puisque vous êtes assez prolifique, mon cher Pascal. J'essaie. Voilà. Mais on va démarrer tout de suite pour vous découvrir comment vous êtes arrivé à la littérature. Déjà un petit peu sur votre parcours, qui vous êtes et d'où vous venez. Bien sûr, alors je suis né dans la région parisienne et puis en 2006, en fait, je suis venu à Nice pour acheter un hôtel parce que j'avais un appartement à Paris et j'étais à l'époque courtier en assurance. Et je suis venu sur la Côte d'Azur en fait pour travailler dans l'hôtellerie. Donc j'ai acheté cet hôtel à Nice qui s'appelait l'hôtel Aria à l'époque, en 2006. Et j'ai géré cet hôtel pendant 6 ou 7 ans à peu près. Et j'étais toujours passionné de littérature parce que j'ai toujours aimé lire, écrire, etc. dès mon plus jeune âge. On va comprendre tout ça, pourquoi vous êtes arrivé. Quand j'avais 12 ou 13 ans, j'écrivais le journal de ma famille à l'époque. Donc ça remonte déjà à 12 ans. Oui, ça remonte à 12 ans. Et j'adorais lire aussi, lire les ouvrages, les livres policiers, j'adorais lire Agatha Christie, vous voyez, Hercule Poirot, tout ça, Gaston Leroux, Maurice Leblanc et Alors vous venez de donner un indice, à ce qu'on va découvrir ce soir, c'est que vous avez dit j'aimais lire Agatha Christie. Oui. Donc les romans policiers, les intrigues, les énigmes. Voilà. On va comprendre. Voilà, absolument. Vous allez comprendre, bien que je sois passé après par le roman historique, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc voilà, je suis arrivé à Nice en 2006 et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire dans mon hôtel des rencontres littéraires parce que j'étais passionné de littérature. Et j'ai commencé à écrire. Alors, est-ce que c'est arrivé parce qu'il y a eu des clients qui étaient comment dire, écrivains ou par hasard vous avez été chercher, vous, les écrivains ? C'est moi qui suis allé chercher les écrivains. Parce qu'un hôtel, vous savez, la littérature, l'hôtellerie, c'est pas toujours... Ça se conjugue difficilement. J'ai eu quelques problèmes au début parce que comme on avait beaucoup de touristes anglais, américains, espagnols et tout, ils ne comprenaient pas qu'une soirée par mois avec les micros et tout ça, ça gênait plutôt les gens au début. Oui, d'accord. Voilà. C'était un peu dans le mode qui se passe des fois quand on a des rencontres littéraires à la FNAC où il y a les micros, il y a des gens en face, il y a une conférence. Voilà, c'était un petit peu ça. Voilà, dans l'hôtel, ça devait faire un petit peu de bruit. Ça gênait parce que j'avais transformé la salle des petits déjeuners en salle de réunion. Voilà, ça pouvait gêner... surtout que mes rencontres, c'était en général le soir, vers 20h, 21h. Mais vous étiez chez vous. Mais j'étais chez moi, voilà. Je faisais un peu ce que je voulais. Et puis après, j'ai fait ça avec beaucoup de gens. Au départ, c'était des écrivains locaux que j'invitais. Et puis après, j'ai commencé, les gens venaient me demander, j'avais beaucoup de demandes, même d'écrivains parisiens, d'écrivains connus. Parce que un petit peu comme chez nous, quoi. Donc au début on a démarré et puis maintenant on vient me voir. Voilà, absolument. Et ça a pris de l'ampleur et à tel point que j'ai eu même Raoul Mille, enfin on est des gens importants. Et Vladimir Fedorovski, ça a été une vraie rencontre en 2011 à l'époque. Et c'est à partir du moment où j'ai rencontré Vladimir Fedorovski que ma carrière littéraire a vraiment démarré. D'accord. Voilà. Et là, donc, carrière littéraire, pour moi, alors d'après ce que je découvre, qui démarrerait avec un premier roman en 2008. Oui, alors ça, c'est un premier roman. C'est mon seul roman autobiographique. C'est la seule fois où j'ai livré et couché sur le papier des choses très personnelles. Très personnelles. Et comme personne ne voulait le publier, je l'ai publié. Auto-publié. À compte, voilà. Auto-publié à l'époque. Okay. Mais avant ce premier roman publié, il y avait déjà des écrits. Il y avait des écrits. Quel type d'écrits? C'était des écrits assez personnels. Mais je ne pensais pas que mon écriture
intéresse quelqu'un. Intéressait les gens. C'était terrible. Et je ne pouvais pas penser que le fait d'écrire, que mon écriture personnelle pouvait intéresser des lecteurs. D'accord. C'est formidable quand vous Et faites vous avez ça. été surpris par le récit de votre vie, que ça intéresse des gens. Oui, parce qu'il y a longtemps, j'ai eu cette chance, bien qu'il soit autopublié, de passer à l'époque, parce que ça remonte à quand même 2008, il y a quelques années, hein, je suis passé dans une émission qui s'appelait Au fil de la nuit avec Michel Field. Donc je suis passé à 1h du matin. Michel Field, oui, connu, Oui. c'était à la télé en plus. Oui, je suis passé à 1h du matin, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont regardé. quand même. D'accord. Et le livre a bien marché, il s'est bien vendu, et à tel point que j'ai fait mon premier salon du livre à Roquebrune-Cap-Martin en 2008. On en a parlé tout à l'heure avec une invitée qui est passée me voir, et effectivement, on parlait de ce salon de Ça a été mon premier salon du livre. lecture en fait. Je n'avais qu'un seul livre, lecture en fait, je n'avais qu'un seul livre, c'était il y a longtemps. Et j'ai eu mon premier reportage France 3 à l'époque, avec sur la plage et tout, donc ça m'a galvanisé, Ça, c'était bien formidable. sûr, bien sûr. Donc premier formidable. roman autobiographique qui racontait votre vie. Voilà, il y a longtemps. Voilà, ça s'appelait. une vie rose, une vie compliquée. Une vie compliquée, une vie intéressante, et une vie, histoire d'un deuil aussi. Enfin, D'accord. c'était assez. Le livre D'accord. était tout noir, c'était quand même un peu spécial quand même. Alors, on va revenir tout à l'heure sur la bibliographie, puisque là, on va présenter les 2 livres pour lesquels vous êtes là ce soir et qui font partie d'une série. Tout à l'heure, vous disiez en début d'interview, en fin de compte, que vous étiez passionné, vous l'avez dit, hein, par les Agatha Christie, par les enquêtes, par un petit peu ce monde comment dire, de la police, je sais pas, voilà, je voulais dire comme ça. Oui, j'ai beaucoup d'amis dans la police. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que vous ayez attaqué cette série. Oui, bah d'ailleurs, André Monret était un ancien policier. André Mondré vous qu'on avez a reçu ici. absolument. Voilà, effectivement. Absolument, je connais beaucoup d'anciens policiers. Et puis à Nice, on a Eric Oliva, on a pas mal de gens aussi qui écrivent des livres. Et c'est cette envie qui vous a donné envie d'écrire les livres qu'on va présenter de ce soir. Donc vous l'avez, c'est une série de 3 livres pour l'instant, c'est une série. Oui, c'est une vraie série, mais chaque enquête se termine. C'est-à-dire que vous pouvez les lire dans n'importe quel sens. Hein. D'accord. Il y en a eu 3. Il y a eu Exécution en 2022, qui est paru en grand format en 2022. Et comme ce livre a bien marché, on l'a mis en poche en 2023, celui-là. Voilà, donc ça c'est le numéro 1 de la série. Voilà, on va le montrer à la caméra. Effectivement, elle est là, vous l'avez juste en face. Comme ça, on voit très bien le livre. Exécution. Donc Pascal Marmé, Exécution. Alors, chaque livre, on en a discuté, c'est un roman, mais qui part de faits réels. Oui, parce que j'ai eu la chance de travailler avec un commandant qui a travaillé 30 ans au Quai des Orfèvres, qui est toujours en activité. Le commandant François Chanel. Voilà, sauf qu'il ne s'appelle pas François ni Chanel. D'accord. Parce que par souci de sécurité et de confidentialité, bien sûr, il n'a pas voulu dire son nom. D'accord. Voilà. Donc en fin de compte, c'est lui aussi qui va être sur le titre de ce 2e roman de cette série. Oui. Voilà. Donc le premier roman, celui que vous venez de montrer, Exécution, il raconte quoi? On va faire un petit peu le pitch. Alors on fait le pitch. Il raconte l'histoire vraie d'un avocat que moi j'ai appelé Nicolas Finder, mais qui s'appelle pas Nicolas Finder dans la réalité, qui a été Alors on a bien compris, mort. hein, c'est des histoires vraies où vous avez transformé les noms, mais que vous le mettez comme un roman. Oui, puis c'est un petit peu fictionnel aussi, parce que si vous voulez, il y a des choses qui ont été rajoutées. Qui ont été rajoutées, parce que dans les vraies enquêtes, si vous voulez, il y a beaucoup de temps d'attente, où les gens sont en filature, où les rapports de police, c'est pas très intéressant pour le lecteur. Donc moi, je les ai mis vraiment sous la forme de thrillers. Ce sont vraiment des thrillers. Il faut lire jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à le chapitre final pour découvrir l'assassin et pour découvrir aussi la trame. Faut pas le lire à l'envers. Non, pas le lire à l'envers, mais il y a beaucoup de gens parce que je fais beaucoup de salons du livre qui commencent par la fin, alors surtout ça gâche tout. Ça gâche tout. Ça gâche tout, c'est plus la peine de lire le livre. Alors, donc ça, c'est le premier d'une série. C'est le premier d'une série. Il est sorti en 2022 et en pocket, sous la forme pocket en 2023, chez M+ Édition et chez Mini+ Édition en 2023. Voilà, c'est la nouvelle maison d'édition qui vous Voilà, c'est une petite maison d'édition lyonnaise qui est basée donc sur Lyon, dont le PDG s'appelle Marc Dutheil, que je salue en passant. Et on leur fait un petit peu de pub, comme ça s'il y a des écrivains aujourd'hui qui nous écoutent et qui veulent se faire publier, ils peuvent se diriger aussi vers cette maison d'édition. Oui, ils peuvent essayer. En général, ils publient beaucoup de polar thrillers, mais ils sont ouverts à d'autres lignes éditoriales. Ils sont plus spécialisés polar thrillers. Voilà, mais il y a des gens très bien qui écrivent chez nous. Hein. Vous avez Gérard Coquet, qui a une plume magnifique. Hein. Alors que vous appelez chez vous, c'est à Nice, c'est ça que vous Non, parlez c'est chez M+. Je parle, chez M+, pardon, excusez-moi. Vous êtes chez nous, donc moi j'étais en local. Chez nous, je parlais de M+ Édition. Vous allez
des gens formidables. Vous avez Gérard Coquet, vous avez Yann Manoc qui a écrit avec Gérard Coquet des livres, donc c'est formidable. Yann Manoc, il est connu. Vous avez Philippe Mess-Burger, vous avez mon ami Maurice Gouiran qui a écrit des livres magnifiques. Enfin, bon, vous avez beaucoup de gens chez nous qui sont intéressants quand même, chez M+. D'accord. Alors, voilà. Ce deuxième livre, alors on ne peut pas dire des tomes, puisque chaque histoire, vous venez de l'expliquer, c'est une histoire différente. C'est complètement différent. C'est à la Colombo, si vous voulez, un petit peu dans l'esprit, c'est-à-dire que chaque enquête se termine à la fin du livre. Voilà, simplement. Donc celui-ci, c'est Commandant François Chanel, et donc il raconte l'histoire. Alors là, on est carrément à la gare de Lyon. Oui, il y a une grande scène à la gare de Lyon, et notamment au restaurant de la gare de Lyon, qui est formidable, qui est le Train Bleu. Ça s'appelle le Train Bleu. Il y a une poursuite au cœur du Train Bleu. Commandant François Chanel, ça raconte une histoire vraie aussi, qui part d'une histoire vraie, d'un cambriolage qui a mal tourné, en fait, et on retrouve la propriétaire de l'appartement morte dans son appartement. Alors on va rappeler un petit jeune qui se trouve dans la gare de Lyon, qui a raté son CAP de boulangerie. Voilà. Il est repéré par un truand, un semi-truand. Voilà. Il embarque pour faire un cambriolage. Voilà. Donc c'est le pitch un petit peu. Il embarque pour faire un cambriolage. Absolument. Cambriolage qui se passe pas très bien. Ils partent et en fin de compte, la propriétaire de l'appartement se blesse. Ils reviennent pour la sauver, entre guillemets. Ah, vous l'avez bien lu celui-là. Voilà, donc pour la sauver. Et cette propriétaire décède après leur départ. Voilà, et on ne sait pas, apparemment, c'est pas eux. Voilà, c'est pas eux. Donc en fait, au départ, ils sont bien sûr interrogés. On pense que c'est eux parce que c'est suite au cambriolage qu'elle a été retrouvée assassinée dans la limite du temps, je veux dire. Tous les accusent. Tous les accusent, voilà. Tous les accusent, mais en fait, on va s'apercevoir assez vite, et sinon ce serait trop simple, on arrêterait le livre à la page 50, donc il faut bien quand même qu'il y ait une intrigue. Là, on a donné juste le pitch. Voilà, on va donner le pitch, mais ce ne sont pas eux, bien sûr, qui sont les meurtriers, mais c'est beaucoup plus complexe. Et là, je vais vous embarquer dans une histoire incroyable, avec de la sorcellerie, avec du vaudou. Enfin bon, c'est un livre un petit peu mystique. Alors, comment ça se passe l'écriture, mon cher Pascal? C'est-à-dire que là, je sens que carrément, du coup, il y a de l'invention dedans, hein, il y a de la romance. Bien sûr. Comment ça se passe l'écriture? À quel moment vous écrivez? Comment l'écriture vous vient? Comment les idées vous viennent? Alors, tout d'abord, j'aime bien savoir ça. Moi. Je rencontre le commandant, on parle beaucoup. Il me raconte une enquête et à partir de là... Un vrai personnage, là. Un vrai personnage. Et à partir de là, moi, je mets une trame et en sachant distiller les indices. C'est ça le plus compliqué d'un polar. Parce qu'avant, j'ai écrit beaucoup de romans historiques. Le roman du parfum, le roman du café. Vous seriez un très bon spécialiste des escape games, vous. Ah oui, vous croyez? Oui. J'ai un ami qui a un escape game et il est toujours dans les petites indices, les petites... Il faut savoir, voilà. c'est la règle de Agatha Christie, travaillait comme ça. Voilà. C'était même Maurice Leblanc. Les indices, au fur et à mesure, on découvre un indice qui va nous pousser vers un autre vers un raisonnement. autre, en sachant manier le lecteur et l'engager sur des fausses pistes pour qu'il croie qu'il a trouvé la solution, alors qu'en fin de compte, il ne l'a pas trouvée. D'accord. Voilà. Mais on est très dans la police d'aujourd'hui. Attention, c'est pas un livre qui j'ai eu un prix pour Commandant François Chanel. Commandant François Chanel, qui n'est pas son nom, effectivement, on va rappeler, a travaillé au 36 quai des Orfèvres. Oui, absolument. Parce qu'on vous y faites souvent allusion, hein, vous y retournez souvent au 36 quai des Orfèvres. Oui, parce que c'est un lieu mythique, je l'ai visité. Moi, j'ai eu la chance de le visiter à l'époque. Et ils ont déménagé en 2017, d'ailleurs j'en parle dans le livre. Maintenant, ils sont rue du Bastion, dans le quartier des Batignolles. Mais ils ont conservé donc le 36. Maintenant, c'est 36 rue du Bastion. Le 36, ils l'ont conservé parce que c'est un chiffre mythique. Souvent, on dit à Paris, on dit le 36. Et quand on dit 36, on sait ce que ça veut dire. Hein. Voilà, on sait où on va. Et c'est tellement mythique, le 36 quai des Orfèvres. C'est là où ont été arrêtés tous les plus grands criminels du XXe siècle. De Landru à Petiot, en passant par la bande à Bonneau, etc. Enfin, tous les grands criminels, Guy Georges, etc. Ils ont tous été arrêtés au 36 quai des Orfèvres. Toutes ces histoires, vous connaissez. Je suppose que vous êtes un adepte aussi des émissions de Dominique Rizet, Faites entrer l'accusé, et toutes ces émissions-là. Oui, je connais. Je suppose. Hein, voilà, donc, on est est-ce que vous vous inspirez des fois dans vos romans d'autres histoires que vous mélangez un petit peu par rapport à l'histoire principale? Est-ce que vous allez chercher des idées? Non, parce que j'essaye de suivre l'enquête de François Chanel. D'accord. En fait. Et à partir de là, je supprime tout ce qui n'est pas intéressant pour le lecteur. Vous prenez des notes quand il vous raconte, vous prenez des notes? Beaucoup de notes, et il y a des choses que je prends, et il y a des choses que je ne prends pas. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas très intéressant pour le lecteur, les rapports de police, c'est pas très intéressant pour le lecteur, les filatures, les temps d'attente, etc. Oui, dans un livre comme ça, il faut que ça aille vite. Ça soit très rythmé. Il faut que ce soit rythmé. Dans Commandant François Chanel, il faut que ça aille vite. Et là, ça va vite. L'enquête est démêlée en 9 jours. Vous voyez, c'est peu de temps quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est très chronométré. Alors, à quel moment vous écrivez?
Alors, je commence... Vous êtes le plus prolifique. Je commence à écrire à partir du moment où on parle beaucoup avec le commandant. Il y a des choses qui m'intéressent parce qu'en 30 ans de carrière, il a vu tellement de choses intéressantes qu'il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes, des enquêtes qui sont plus ou moins intéressantes. Il y a des enquêtes dont on ne peut pas parler parce que ce sont des cold cases ou des gens très importants, on ne peut pas citer de nom, etc. Bien sûr. Et à partir de là, j'essaye de faire une trame en gardant les choses qui sont pour moi les plus intéressantes, mises sous la forme de thriller, et en sachant distiller les indices au fur et à mesure des pages. Et souvent, essayer d'envoyer le lecteur vers de fausses pistes pour qu'il croie lui-même avoir trouvé l'intrigue. Un peu à la Agatha Christie. Alors, ce que vous venez de dire, mais ma question a été aussi dans le sens à quel moment vous écrivez, c'est-à-dire que vous écrivez le soir, la nuit, le matin, à quel moment vous êtes prolifique? Alors, je me lève toute la journée? Non. Je me lève très tôt le matin, et quand tout le monde dort à la maison, je me mets à l'ordinateur, j'écris sur l'ordinateur. J'écris pas à la main. C'est là où vous êtes le plus prolifique. Comme certains de mes collègues, parce que j'ai encore des amis écrivains comme Jean Sicardi, par exemple, qui écrivent à la main. C'est incroyable. Alors après, ils sont obligés de payer une secrétaire pour les relire. C'est du temps perdu. Non, moi, j'écris directement sur Word, sur ordinateur. Et le matin, je suis très prolifique parce que je me lève très tôt. Et c'est là où le cerveau il est plus reposé. Voilà, je me lève même à 5h, 6h du matin. Et à ce moment-là, j'ai plein d'idées, je commence à écrire. Alors, pour écrire un roman comme ça, comme le commandant François Chanel, ça prend combien de temps, une écriture comme ça? Alors, ça dépend ce que vous appelez écrire. Pour moi, c'est un an. Entre le moment où il démarre et le moment où il est édité. C'est un an. J'ai 6 mois d'écriture, 6 mois de correction. J'ai beaucoup de corrections. D'accord. J'ai beaucoup de corrections. Donc un très beau roman, François Chanel, donc on présente ce soir, mais vous n'êtes pas venu, il y en a plein à présenter. En tout cas, celui-là, vous êtes venu pour présenter celui-ci. C'est celui que j'ai reçu. Oui. C'est celui qui a fait qu'on se soit donné rendez-vous pour le présenter. Alors, c'est celui de 2023, et c'est celui pour lequel j'ai eu un prix qui s'appelle le prix Cœur de France. Et à ce moment-là, justement, quand on m'a remis le prix, mon plus beau compliment qu'on ait pu me faire dans ma vie, c'est ça. C'est votre livre m'a fait penser à Georges Simenon. Alors ça, c'était un compliment. Ah oui, voilà. Une pointure du roman policier. Bah oui, mais pour moi, c'est un grand compliment. C'était plus encore que le prix quand vous avez remis, voilà, je suis sûr. Ça m'a dit, votre effectivement. Très proche de Simenon. Je dis, oui, mais mon commandant Chanel, il est bien ancré dans son siècle, il est bien au 21e siècle. Bien sûr. Avec toutes les techniques d'aujourd'hui de la police, c'est-à-dire l'odorologie, l'ADN, etc. Parce que la police a beaucoup évolué depuis les années 70. C'est tout des petites choses qu'on retrouve dans les livres, dans les romans. Absolument. Voilà, vous allez vous informer, vous renseigner, vous faites des recherches. Oui, énormément. D'ailleurs, il y a une scène à ce qu'ils appellent l'IML, c'est-à-dire l'Institut médico-légal. En gros, c'est la morgue qui est place Mazas à Paris, dans le 12e arrondissement, justement. Je me suis rendu là-bas, je suis resté une après-midi à la morgue, quand même. D'accord. Il faut avoir l'esprit, il faut être bien dans ses... Oui, c'est chaud, on va dire. Faut être bien dans sa tête. Faut être bien dans sa tête. Faut pas avoir peur. C'est pas un endroit où j'irai trop aller me balader. Non, mais moi, je suis allé vraiment comme un journaliste. Oui, j'ai compris, pour comprendre de ce que vous parliez dans vos livres, absolument, et dans vos romans. Pareil, j'ai visité le 36 quai des Orfèvres à l'époque, en 2016. Je suis allé comme un journaliste, j'ai pris des notes, j'ai pris des photos. Enfin bon, c'était... Alors, si je me trompe pas, sur la couverture je dis peut-être une bêtise, mais vous allez me rectifier, on dirait Big Ben. Alors, vous êtes comme les lecteurs et les lectrices dans les salons du livre. Hein. On repère Beaucoup de gens m'ont dit ça, oui. C'est pas Big Ben ? Non, c'est la gare de Lyon. C'est l'horloge de la gare de Lyon. Ah bah écoutez, donc j'ai fait une bêtise comme tout le monde. Non, mais beaucoup de gens m'ont... Parce que ce livre-là, commandant François Chanel, il est sorti en 2023, il est sorti pour le Festival de Nice. Et j'ai eu beaucoup de gens, lectrices et lecteurs, qui sont venus me voir en me disant « Ah, c'est génial, mais alors le commandant Chanel, il part à Londres ?» J'ai dit « Non, pas du tout, c'est la gare de Lyon. » Voilà, bon, on a tous fait la même bêtise. Voilà. Ça ressemble, en tout cas ça ressemble. On part de Lyon à Paris pour le 3e livre de cette série. Alors le titre n'est pas d'actualité puisqu'il y a écrit Scène criminelle et il vient de sortir, tout le monde l'a repéré sur Netflix, une série qui s'appelle Sous la scène. Ça n'a rien à voir du tout parce qu'on vous a posé la question. Oh bon, sans arrêt poser la question. On vous a posé la question. Ça n'a rien à voir du tout. C'est pas du tout les mêmes histoires. C'est beaucoup plus sérieux en tout cas dans celui-ci. Je peux me permettre de le dire puisque j'ai vu cette série. Une catastrophe au passage. Je peux me permettre de le dire. Je dirais rien, mais moi je peux. C'est ma radio donc. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec Scène criminelle. Et on repère donc la Tour Eiffel à l'envers qui fait un reflet sur l'eau puisqu'on parle de la Seine. Et là, alors celui-ci, j'ai pas eu le temps d'avoir les infos puisqu'il vient d'arriver, c'est tout frais, il est arrivé chez moi dans le studio. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Dans quoi on parle? Quelle enquête on découvre? Alors, c'est un livre, c'est une avant-première aujourd'hui. Je suis chez vous
sur Fréquence Méditerranée, voilà. exprès pour le présenter en avant-première, parce qu'il sort le 13 juin. Merci de cet honneur, Voilà, Pascal. C'est une avant-première. Il sort le 13 juin en librairie, donc demain, puisqu'on est le 12 aujourd'hui. On est en direct en plus. On est en direct. Voilà, alors ça c'est un livre important pour moi, parce que vous avez remarqué qu'il est plus volumineux que les autres. Un petit, oui, effectivement. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce livre, parce que ça a été vraiment une affaire incroyable. C'est l'histoire d'un serial killer. Moi, je l'ai appelé serial noyeur, parce qu'il tue des artistes et les noie dans la Seine. Alors, c'est absolument incroyable, parce qu'il ne se fait repérer par aucune caméra. Il n'y a aucune trace d'ADN sur les cadavres. Et le commandant François Chanel est complètement perdu. Une enquête récente ? Parce que vous parlez de caméra, donc ça se passe en septembre 2017. Oui, 2017, effectivement. Au moment où le déménagement entre le 36 quai des Orfèvres et le 36 rue du Bastion. C'est-à-dire que la police criminelle, la police judiciaire, la crime comme on l'appelle, est en train de déménager pour le 36 rue du Bastion. Et donc, alors là, c'est absolument incroyable, parce qu'il se passe... Personne peut arrêter ce serial killer, ce serial noyeur. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune trace sur les caméras. Sur les corps qu'on retrouve, il n'y a aucune trace d'ADN. Donc le commandant Chanel est complètement perdu. Aucun indice d'enquête. Aucun indice d'enquête. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que lui, il ne maîtrise pas tellement l'informatique, hein, il a des soucis. Il va prendre une équipe totalement nouvelle pour travailler là-dessus. Il va travailler avec des jeunes flics. Et lui, il va apporter son savoir-faire, ses connaissances, son flair, et les autres vont lui apporter tout ce qui manque, tout ce qui... La technologie. Toutes les nouvelles technologies, donc les caméras, etc. L'informatique. Et surtout, c'est un livre qui parle aussi des débuts on est en 2017, donc de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est le commandant Chanel contre l'intelligence artificielle. D'accord. C'est la vieille méthode contre la nouvelle méthode. Et donc, il va avoir bien du mal à arrêter ce serial noyeur. On va aller de fausses pistes en fausses pistes, et c'est le 3e volet, donc des enquêtes magistrales de Chanel. Il va décortiquer le génie de son adversaire, qui va être un criminel redoutable et inoubliable. D'accord. Alors, ça, c'était donc le dernier. En avant-première, sorti demain, on rappelle le 13 juin. Alors, il va sortir où? On peut le trouver à la Fnac, on peut le trouver? Ah, vous pouvez le trouver partout. Dans toutes les librairies. Partout. Voilà. Il est bien distribué, puisque c'est M+, qui distribue. Voilà, on est distribué par la Sodis. Donc, vous pouvez le trouver à Menton, vous pouvez le trouver à Nice, à la Fnac. Vous pouvez le trouver sur Amazon, bien sûr, mais bon, ça, j'en parle moins. Mais dans les petits libraires aussi, vous pouvez le trouver. C'est ça qui est bien. D'accord, c'est ce qu'on va aussi promouvoir ce soir sur les réseaux sociaux, après votre départ, bien sûr, après... parce qu'il y a, pour les auditeurs et les auditrices, il y a un livre à gagner en avant-première. Il y a un livre à gagner, effectivement, donc on va le montrer ce soir, c'est ce livre à gagner. Donc, alors c'est très simple, on le fait en direct, le jeu, vous voyez, c'était pas prévu, je le savais pas, Pascal est arrivé avec un livre. Vous me donnez un des titres, vous nous mettez sur les réseaux sociaux un des 10 titres publié par Pascal Marmé. Vous allez faire un petit tour sur Internet. Hein. Vous mettez un des 10 titres, à part les 2 qu'on vient de vous présenter ce soir. Ouais. Et on vous fait gagner ce livre, donc Scène criminelle, édité chez M+, et qui sort demain en avant-première. Voilà, donc ceux qui nous écoutent, faites vite. Voilà, et puis on vous offre ce livre en direct avant la fin de l'interview. Il nous reste encore un petit moment. Alors on va traîner un petit peu ce soir. Vous savez très bien que sur Fréquence Méditerranée, quand on fait une interview, on a le temps, on prend le temps. C'est pas toutes les radios, en tout cas chez nous on prend le temps, voilà. Et moi j'aurais voulu, donc on a présenté ces 3 livres là, cette série, oui. Mais qu'on revienne un petit peu sur toute votre bibliographie. On va parler des livres un petit peu rapidement, on va faire le pitch. On a présenté tout à l'heure en 2008 votre premier roman autobiographique il y a longtemps. En 2010 vous sortez 2 ans après Si tu savais. Oui, alors ça parle. Si tu savais, c'était un livre sport de roman terroir, mais un conte de fées moderne aussi en même temps. Et là, à l'époque, j'avais un éditeur parisien qui s'appelait France Empire. Et alors, comme son nom l'indique, France Empire éditait des livres d'histoire. Et alors, j'avais rencontré l'éditeur tout à fait par hasard dans une soirée. Il avait bien aimé ce que je faisais et il m'avait demandé de publier ce texte. Mais en fait, le livre n'a pas très bien marché au début. D'accord. Parce qu'en fait, c'était une maison d'édition historique, et je sortais moi une romance, un roman terroir. C'était un petit peu comme la série Dans un grand vent de fleurs. Vous voyez, c'est l'histoire d'une jeune fille qui devient
parce qu'elle est douée pour les parfums, elle devient née et elle va travailler chez Gallimard. Gallimard, un vrai parfumeur de Grasse. Donc on va comprendre après. 2011, on découvre À la folie. Alors, À la folie, pareil, c'est encore le même éditeur, France Empire. Et là, c'est mon premier thriller polar, mais totalement fictionnel. Là, il s'agit de... C'est pas une histoire racontée par le commandant. Rien à voir avec le commandant. Mais c'était le premier. C'était le premier thriller, le premier polar. Vous êtes essayé au polar. Je suis essayé. Qui a bien marché ? Pas du tout, parce qu'on était toujours chez l'éditeur. Ce que j'adore, c'est Pascal, il parle cash. Cash. Il n'a pas du tout bien marché. Il n'a pas marché du tout, d'ailleurs. J'ai dû en vendre 200, donc vous voyez, c'était une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il était publié dans une maison historique. Mais ce livre-là, ça a été formidable. Parce qu'il y a 6 mois, j'ai une éditrice de Vence qui m'a redemandé de le publier à nouveau sur la version poche. On a changé le titre, j'ai fait quelques corrections, j'ai adapté le texte et il va sortir au mois de septembre sous le titre 11 cahiers. Eh ben, on aura l'occasion de se revoir au mois de septembre. Absolument, c'est une éditrice de Vence qui s'appelle Angie Lolia, qui a une société qui s'appelle Des Livres et du Rêve et qui est très dynamique dans la région. Voilà. 2012, le roman du parfum. On reparle encore de parfum. Là. Ah oui, c'était mon créneau à l'époque. Et c'est en lisant Si tu savais que notre ami Vladimir Fedorovski, que vous connaissez, je suppose, il est assez médiatique avec la guerre en Ukraine. Je suis pas un spécialiste, mais je sais qui c'est. Voilà, et avec la guerre en Ukraine-Russie, il est très spécialiste. Il intervient beaucoup sur de grandes antennes. Bien sûr, effectivement. Sans les citer. Et à l'époque, il était directeur de collection aux éditions du Rocher. Et c'est en lisant Si tu savais, donc ma petite romance sur cette jeune fille qui va devenir née, qui m'a rencontré parce que je l'avais reçu à l'hôtel Aria à l'époque dans une soirée littéraire. Il avait vendu 70 livres en 1 heure, donc il était ravi. Il avait fait une petite conférence sur l'espionnage, sur le KGB à l'époque, parce qu'il avait un livre qui s'appelait Le roman de l'espionnage à l'époque. Et il m'a dit, voilà, j'ai bien aimé ton petit Si tu savais, mais moi, si tu veux travailler avec les éditions du Rocher, avec sa voix magnifique, il m'a dit, si tu veux travailler aux éditions du Rocher, il faut que tu me fasses quelque chose de beaucoup plus complet. Donc, l'histoire du parfum à travers les âges. Et là, ça a été beaucoup plus difficile. On passe, en 2014, on passe du parfum au café. Oui, parce que alors, comme le parfum... Le roman du café. Comme le parfum a bien marché, celui-là, il a bien marché en librairie. On en a vendu beaucoup. Hein. On en est à la, je ne sais pas combienième réédition déjà. Il ressort encore chaque année. Fait qu'on, dans cette interview, ce soir aussi, on donne envie à nos auditeurs et aux gens qui vont regarder le podcast vidéo d'aller regarder un petit peu votre bibliographie et puis de s'intéresser et d'aller peut-être acheter un livre. Voilà. Non, mais celui-là, ça a été un livre important pour moi. D'ailleurs, j'en vends beaucoup encore dans le salon. Quand j'ai fait le festival de Nice l'année dernière, j'en ai vendu encore beaucoup, alors que ce livre, il a plus de 10 ans. C'est pour ça que je vais peut-être ressortir une nouvelle édition l'année prochaine. D'accord. Alors, le roman du café, cette fois-ci, on passe donc du parfum au café. Voilà, on présente le café. Un petit peu la même histoire, c'est-à-dire que c'est un prétexte, ce livre est un prétexte pour raconter l'histoire du café, mais tout ça dans un roman. Donc, c'est l'histoire de Julien, qui est un jeune aveugle, qui travaille dans une petite brûlerie parisienne rue du Four et qui est licencié par son patron. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Comme il adore le café, comme c'est un nez de café, parce que comme il est aveugle, justement, il a les autres sens qui sont ultra développés. Un petit peu comme Sabrina dans le roman du parfum, là c'est Julien. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va partir à la recherche du café. Mais comme il est aveugle, il va prendre sa meilleure amie journaliste qui s'appelle Johanna. Et ils vont partir en Colombie, ils vont partir au Costa Rica, ils vont partir au Brésil, pays que j'ai visité, donc je peux en parler, etc. Donc c'est un livre très complet, très documenté sur l'histoire du café. Il y a même des photos avec toutes les légendes du café, comment le café est arrivé à la cour de France sous Louis XIV, comment les légendes du café, comment on s'est rendu compte que le café... en Éthiopie, il y a une fameuse histoire qui est vraie, je pense, une légende, mais je pense qu'elle est vraie. C'est un gardien de chèvres qui gardait donc ces animaux dans la montagne en Éthiopie et il s'est aperçu que les chèvres ne rentraient pas le soir. Elles tournaient, elles dansaient, elles virevoltaient. Pourquoi ? Eh ben, elles avaient mangé les fameuses cerisettes du café. Des graines de café, ces cerisettes. Donc elle ne dormait plus, effectivement. Dormait plus. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu que le café était un excitant, on va dire. Et un remède pour ne pas dormir. Pour ne pas dormir. 2015, c'est Tiré à 4 épingles. Oui, Tiré à 4 épingles, c'était aussi un polar. Là, j'ai sorti chez Michalon, un autre éditeur parisien. Et après, j'ai fait une petite pause en littérature.
J'ai plus rien écrit pendant quelques années parce que 2015 à 2022. Voilà, c'est ça. Et entre-temps, j'ai eu Une raison de la pause, on peut en parler. Parce que j'avais pas trop d'inspiration. D'accord. J'arrivais et c'est ma rencontre avec ce fameux commandant en 2016 qui a relancé la machine. Et puis surtout cette série de polar. Cette série de polar, Puisque voilà. effectivement, 2022, on a présenté Exécution. 2023, Commandant François Chanel, 36 quai des Enfers. Voilà. 2024, celui qui sort demain, donc dans toutes les demain en avant-première, Scène criminelle. Scène criminelle, Alors, publiée chez M+. Chez M+. Et un qui est en préparation ou qui va sortir, c'est 11 cahiers. 11 cahiers, publié chez Des Livres et du Rêve, qui sort en septembre 2024. Et je travaille actuellement sur une refonte du roman du parfum, une réactualisation du roman du parfum que je vais peut-être sortir au Rocher ou ailleurs, ça je ne sais pas encore. D'accord. Voilà. Très content de vous avoir reçu, mon cher Pascal, d'avoir découvert cette bibliographie. Et puis alors surtout, moi c'est bien parce que vous avez été me chercher dans des livres que j'adore. Moi j'adore regarder les émissions de Dominique Rizet, toutes ces enquêtes. J'étais un fan du Cluedo quand j'étais jeune. Donc de tout ce qui est enquête, j'adore ça. Donc moi qui n'ai pas un gros lecteur, je sais que je vais les lire. Donc c'est génial. Et donc on vous remonte à l'antenne. On vous a fait découvrir donc ces 2 derniers livres. Commandant François Chanel, donc un polar, et Scène criminelle qui partent de vraies histoires. Donc on rappelle qu'ils partent de vraies histoires qui sont romancées avec changement de nom, changement de personnage. Oui, je suis obligé. Et parce que... avec quelques petits détails, voilà, qui sont. Je vais vous confier un secret. Alors on va avoir un secret en direct. Je vais vous confier un petit secret. Au départ, le commandant Chanel m'avait dit surtout pas que tu donnes mon nom ni mon prénom. Donc je ne savais pas comment l'appeler. Eh bien, tout simplement, comme je racontais dans l'histoire du parfum... J'ai compris, Chanel. L'histoire de Chanel, l'histoire de Coco Chanel, la fameuse histoire du numéro 5, je lui ai dit, je vais l'appeler Chanel, ça va faire un petit clin d'œil. Et comme je voulais un prénom bien français, je l'ai appelé François. D'accord, simplement. C'est pas son vrai prénom, ça, par contre. Non plus. Ça aurait pu être son vrai prénom. Non plus. On aurait pu. Voilà. Pourquoi pas. En tout cas, très content de vous avoir reçu. Et puis, on va discuter parce que peut-être, vous aurez la chance d'entendre la voix de Pascal Marmé sur la radio. Ah bah pourquoi si pas On va en parler. Voilà. En tout cas, je remercie aussi avec son épouse qui était avec hors caméra et on lui fait un petit coucou, un petit clin d'œil. Et on vous rappelle, bien sûr, ce soir, on fera le nécessaire sur les réseaux sociaux. Scène criminelle, Pascal Marmé aux éditions M+. Et puis, bien sûr, celui que vous avez en image sur la vidéo, Commandant François Chanel. Voilà, c'est les 2 derniers de cette série. Oui, celui-là est à gagner. Donc si vous... Et celui-là est à gagner, mais on n'a pas eu de réponse qui a été donnée. Mais c'est pas grave, les gens qui nous écoutent n'ont pas joué, ils ont écouté. Et on va le mettre sur les réseaux sociaux. Ce soir, on va faire le jeu sur les réseaux sociaux. Absolument. Et puis vous me donnerez votre prénom, comme ça vous aurez un livre dédicacé. Voilà, ok. Merci François. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà. Bye bye à tous. C'est le retour de la musique, vous le savez, sur Radio Fréquence Méditerranée. Et on se retrouve lundi soir avec une émission 100% sport en direct extérieur. Bye bye à tous et merci. Fréquence Méditerranée. À Menton et sur la Riviera française. www.fmradio.fr